Bon, déballons tout ça. Allons-y. Aujourd'hui, on va faire une exploration en profondeur sur un truc assez, très inhabituel. Ouais, carrément hors des clous. On ne va pas examiner la publication d'un laboratoire de recherche de pointe, c'est pas non plus le décortiquage d'un de ces livres blancs financiers qui font 200 pages. Dieu merci pour ça. Ouais, on va s'épargner ça pour aujourd'hui. L'objet de notre analyse est beaucoup plus brut, c'est singulier. Très singulier, oui. Je suis fascinée par ce qu'on va voir. On va vraiment regarder l'ossature, la structure même d'une seule petite page web. Un site qui s'appelle imarateljazair.xyz. C'est un point de départ qui sort des sentiers battus, mais en fait, il y a une richesse insoupçonnée dans l'architecture de l'information à l'état brut. Carrément. La manière dont un individu ou un groupe, on ne sait pas trop, décide de structurer son propre espace numérique. De prioriser certains liens plutôt que d'autres. Exactement. Ça révèle des intentions, ça révèle une vision du monde qui est souvent bien plus complexe que ce qu'on trouve dans un manifeste super formel. C'est un véritable artefact sociologique. Le mot artefact est parfaitement choisi. La mission de notre discussion d'aujourd'hui, c'est vraiment décrypter ce que cette sélection super spécifique de menus et de widgets nous dit. Ce que ça nous dit sur la convergence entre les nouvelles technologies, comme le Web 3, et des intérêts très locaux, Voire intime. très intimes. On a sous les yeux un portail numérique qui semble vouloir tout englober en même temps. Pour ceux qui nous écoutent, il y a vraiment de quoi être interpellé par la nature complètement hybride de cette page. Ce qui est fascinant ici, c'est cette architecture qui refuse de faire des choix d'exclusion. C'est-à-dire? Ça va à l'encontre de toutes les règles actuelles de conception d'interface. Aujourd'hui, tout est cloisonné. Ouais, tout est super spécialisé. Et justement, commençons par ce grand écart thématique au sein même du menu de navigation. Ah oui, le menu. On arrive sur la page, la liste de liens défie toute la logique à laquelle le web moderne nous a habitués. C'est le moins qu'on puisse dire. On y trouve genre posés l'un à côté de l'autre, des accès vers Alger Radios, Les radios d'Alger. ouais, la rubrique religion, ensuite IPTV et un service appelé Baredi Web. Et ces premiers éléments, ils ancrent immédiatement le visiteur dans un quotidien très spécifique. Un quotidien physique. Tout à fait, avec une vraie utilité pratique. Amarat El Jazaïr et Algiers Radio, ça définit tout de suite le périmètre géographique et culturel. C'est algérien. C'est clair. Et la mention de religion, ça pointe vers une sorte de boussole traditionnelle. Alors que Baridi Web, c'est l'infrastructure financière de l'État. C'est la poste et les services bancaires locaux, en fait. Donc on a vraiment le monde physique, institutionnel, traditionnel, tout ça réuni dans un seul petit menu déroulant. Jusqu'ici, on se dit que c'est un simple portail local. Ouais, il y a une certaine logique. Mais la rupture, elle arrive juste après. La liste continue avec Web3 Bazar, ensuite ChatGPT, après Intic Social, Bitterfield et même un onglet livre blanc. C'est le choc des mondes. Mais totalement. On passe des institutions postales algériennes à la finance décentralisée et à l'intelligence artificielle générative, genre sans la moindre transition. Aucune. Le site propose même des sections jetons et podcasts juste après. C'est un télescopage complet de paradigmes technologiques. Et cette juxtaposition sans aucun filtre, c'est le point crucial de cette architecture. Comme je le disais, le web contemporain est hyper compartimenté. Ouais, on a une appli pour chaque truc. Exactement. L'utilisateur moyen, il a une application fermée pour sa banque, une autre pour ses pratiques spirituelles, une plateforme totalement séparée pour parler avec ChatGPT et un écosystème complètement à part pour ses portefeuilles crypto. C'est des silos. Voilà. Et ce site, au contraire, il renoue avec ce vieux concept du portail des années 90. La fameuse page d'accueil qui fait tout. Ouais, mais en le peuplant avec les protocoles de demain. C'est une vision hyper organique de l'intégration technologique. D'ailleurs, le terme bazar dans Web3 Bazar, c'est pas anodin. C'est un marché. C'est ça. Ça revendique cette horizontalité un peu chaotique où tout se croise et s'échange au même endroit. Alors, je vais me faire un peu l'avocat du diable. 2 secondes. Je t'en prie. Est-ce qu'on ne risque pas de suranalyser un truc qui est juste une conception web très maladroite? C'est une bonne question. Parce que quand on regarde bien la structure, on voit que cette liste de liens, elle est répétée. Oui, il y a une redondance. Elle apparaît une première fois et juste après, on a un onglet « More » ou « Plus » qui déroule à nouveau exactement la même arborescence, de l'accueil jusqu'à Baridi Web. C'est lourd, non? Est-ce qu'on n'est pas juste face à un gars inexpérimenté qui a bêtement empilé tous ses signets personnels? Alors, il est tout à fait possible que cette redondance soit juste une erreur technique. C'est même probable. Ouais. Mais l'intention derrière la sélection de ces liens, elle reste intacte. L'absence d'esthétisme épuré, ce manque de minimalisme à la sauce Silicon Valley, paradoxalement, ça renforce l'authenticité de la démarche. Tu veux dire que le côté brouillon donne du crédit? En quelque sorte.
Que ce soit intentionnel ou pas, cette répétition souligne une volonté tenace d'être vue. C'est ce que j'appelle une architecture de l'insistance. Le créateur étale toute sa boîte à outils conceptuelle et technologique. Pour être sûr qu'on ne rate rien. C'est ça. Il s'assure qu'aucune porte d'entrée vers ce nouvel écosystème ne puisse être ignorée par celui qui atterrit là. Ce qui nous amène d'ailleurs à la promesse technologique centrale du site. Juste après la petite instruction technique Skip to Navigation, le site te balance un slogan d'accueil hyper explicite. Je l'ai noté. C'est écrit, je cite, « Entrez dans l'univers du Web 3. Avec Gate Wallet, vos jetons numériques prennent vie. » Vos jetons numériques prennent vie. La sémantique ici est super importante. Prendre vie. C'est fort pour de la crypto. C'est très fort. Le lexique habituel du Web3, il est clinique, il est aride. On parle de cryptographie asymétrique, de registres distribués, De hachage, de blocs... de trucs très froids. En affirmant que ces jetons prennent vie, le créateur du site cherche à animer une technologie qui est très abstraite. C'est une tentative de rendre la propriété numérique tangible. Ouais, de la rendre accessible à un public qui, sinon, se heurterait au jargon technique. Absolument. Il y a une vraie volonté de déjargoniser l'expérience. Et on voit aussi la mise en avant d'outils d'intégration. Le Gate Wallet, ça agit comme le point d'entrée principal. Le Web3 Bazar, c'est le marché. Et puis, il y a ce fameux livre blanc pour apporter la théorie. La légitimité habituelle des projets crypto ? Exactement. Donc, il y a une démarche pédagogique. Mais là encore, je m'interroge. N'est-ce pas juste un entonnoir marketing ? Comment ça ? Une méthode classique pour forcer l'adoption d'un portefeuille spécifique, le Gate Wallet, en appâtant d'une lographie locale avec des trucs familiers comme la radio algérienne. C'est une hypothèse tout à fait valide. Utiliser des leviers culturels pour acquérir des utilisateurs, c'est vieux comme le monde dans la tech. Mais je pense que l'intégration proposée ici va plus loin. Plus loin qu'un simple lien d'affiliation ? Oui, parce que le site agit comme une vraie passerelle d'acculturation. Imagine, il capte une audience qui vient peut-être juste chercher un flux radio ou le lien vers la poste. Et bim, il les confronte aux contrats intelligents. Voilà, c'est une stratégie d'onboarding par capillarité culturelle. C'est beaucoup plus subtil qu'une simple bannière publicitaire clignotante. Et cette volonté d'intégration, elle devient super concrète au milieu de la page. C'est là que le site révèle vraiment sa fonction principale. Le widget d'échange. Ouais, l'interface de Swap intégrée. Le titre, il annonce tout de suite la couleur. Swap DZD sur Polygon. Avec la petite fusée ? Obligatoire, la fusée crypto. Mais le truc fou, c'est qu'ils fournissent l'adresse exacte du contrat. C'est 0x0sat221C majuscule D majuscule. Et ça continue ? Et ça continue. Il y a un gros bouton pour copier tout ça. Et l'interface, elle te permet d'échanger du POL, donc le jeton natif du réseau Polygon, contre ce DZD Polygon. Là, on touche au noyau dur de l'ambition de ce portail. DZD, pour notre auditeur, c'est le code monétaire international du dinar algérien. Le dinar, oui. Et ce widget, ce n'est pas un simple lien qui renvoie vers Binance ou Coinbase. Il interagit directement avec un contrat intelligent spécifique sur Polygon. Polygon, on le rappelle, c'est une solution de seconde couche. Un layer 2, oui. Réputé pour ses frais de transaction presque inexistants. Et l'objectif affiché ici, c'est carrément la création et l'échange d'une représentation numérisée de la monnaie nationale sur un réseau décentralisé. D'accord. Mais là, il faut qu'on garde notre esprit critique. Bien sûr. Parce que déployer un contrat à RC20 sur Polygon, aujourd'hui, ça prend littéralement 5 minutes et ça coûte 2 centimes. N'importe qui peut le faire. Exactement. N'importe qui peut créer un jeton et l'appeler DZD. Il n'y a aucune garantie de liquidité derrière ça, aucune institution bancaire. Aucune ? Alors pourquoi on devrait voir ça comme de l'ingénierie financière audacieuse? C'est peut-être juste une coquille vide? Voire une arnaque pour surfer sur le nom de la monnaie fiat. La question de la légitimité financière de ce jeton, elle se pose, c'est évident. L'absence de liquidité ou de soutien formel suggère que c'est, au mieux, une expérimentation très de niche. Et au pire, un projet mort-né? Exact. Mais du point de vue de notre analyse sociologique, la valeur nominale de ce jeton, on s'en fiche un peu. Ce qui compte, c'est le geste. Le geste de l'avoir fait. Ce widget illustre une tentative de souveraineté monétaire par le bas, en créant ce DZD polygone et en le posant là, au milieu d'un site grand public, l'auteur essaie de contourner les frictions du monde physique. Les limites de change, les frontières. Le contrôle centralisé de l'économie traditionnelle, c'est une rébellion au niveau de l'infrastructure. Que ce jeton vaille quelque chose ou pas, l'infrastructure pour une économie parallèle est là.
posé au vu et au su de tous. Entre la radio locale et un bot IA. C'est ça, c'est l'outil utilisé comme message de défiance envers les systèmes fermés. C'est une perspective super intéressante. Mais alors qu'on est plongé à fond dans ces considérations de blockchain, de souveraineté et de contrats immuables, il y a un truc dans ce menu qui crée une rupture de ton massive. Le fameux dernier lien. Ouais, c'est le tout dernier élément de la liste, juste en dessous du livre blanc et du swap financier. C'est écrit en toutes petites lettres, tout en minuscules. Le dernier message de Yos. C'est l'anomalie la plus poignante de tout le site. Ça crée une vraie dissonance cognitive. Immédiate. C'est un changement de registre qui est déroutant. T'as un portail dédié au Web3, à l'échange crypto, à l'IA, et au même niveau hiérarchique que la documentation technique, tu as ce lien qui sonne comme une épitaphe. Une épitaphe numérique, oui. Le dernier message de Yos. On ne sait absolument pas qui est ce Yos, mais la formulation évoque une finitude, une vulnérabilité extrême, exposée en plein milieu d'un terminal financier. L'impact de ça, il réside dans l'opposition totale des temporalités. Comment ça? D'un côté, tu as la promesse du réseau Polygone, l'immuabilité absolue, l'exécution infaillible du code informatique, des données froides répliquées sur des milliers de nœuds pour toujours. Un truc éternel et mathématique. Et de l'autre côté, tu as un dernier message. Ce qui est, par définition, l'incarnation même de l'éphémère, du deuil, du départ. C'est profondément ancré dans la condition humaine. Ce petit lien, il ramène toute cette infrastructure de pointe à une dimension intime et super fragile. Ça me rappelle un peu les tout débuts du web, tu sais. L'époque des pages perso. Ouais, les pages GeoCities. L'Internet des années 90 était beaucoup utilisé pour construire des petits sanctuaires personnels, des espaces de mémoire. Ce qui est dingue, c'est de voir cette pratique survivre et s'incruster sur une plateforme de finance décentralisée. Ça transforme complètement notre lecture du site. Ce n'est plus juste un carrefour utilitaire, c'est devenu un espace habité. Un espace humain. Et cette présence humaine, elle modifie l'échelle de l'analyse. Ça prouve que l'appropriation technologique, elle ne se fait pas dans un labo stérile ou de manière purement rationnelle. Les gens amènent leur bagage. Ils adoptent les outils décentralisés tout en y transportant leur charge émotionnelle, leurs souvenirs, leur deuil. L'esprit de l'utilisateur n'est pas cloisonné. Donc, le sacré, le financier, le deuil, tout ça cohabite sur la même interface parce que ça cohabite dans la tête du créateur. Exactement. C'est beau. Mais en parlant de la manière dont cette interface a été construite, on arrive à l'ironie ultime du portail. Le clou du spectacle, tout en bas de la page. Ah, la signature technique. Ouais, l'ironie structurelle poussée à son maximum. Sous l'interface de Swap, sous les ambitions de Web3 et de Bazaar, l'infrastructure réelle du site affiche fièrement sa provenance. Powered by Google Sites. Et juste à côté, Report Abuse. C'est le point de tension le plus extrême de cette page. Le paradoxe est total. On a un écosystème qui hurle à l'affranchissement des institutions, qui pousse des contrats auto-exécutables sur Polygon, qui théorise la décentralisation. Et toute cette idéologie de l'indépendance, elle est littéralement hébergée sur l'une des infrastructures les plus centralisées de la planète. Google Sites, c'est l'archétype du Web 2. C'est fermé, c'est propriétaire, c'est régi par les règles unilatérales d'une méga-corporation. C'est comme construire la porte de la rébellion en plein milieu du salon de l'Empire. C'est exactement ça. Mais cette contradiction, elle est le symbole parfait de ce que l'industrie appelle parfois le Web 2.5. La zone de transition. Oui, la transition vers des systèmes totalement décentralisés, ça se heurte toujours au mur du pragmatisme. Parce que c'est trop dur à faire techniquement. Héberger un site de manière décentralisée sur IPFS ou Arweave, ça demande des compétences techniques pointues. Et il y a des frictions d'usage pour le visiteur. Alors que Google Sites... C'est gratuit, c'est en ligne, en 2 clics, c'est d'une simplicité enfantine. L'auteur a clairement privilégié la diffusion rapide de ses idées et de ses outils financiers. Il a utilisé les armes de l'ancien monde. Le pragmatisme opérationnel a pris le pas sur la pureté idéologique. Il y a un petit côté guérilla là-dedans, c'est vrai. Utiliser les outils gratuits du mastodonte pour diffuser le protocole qui est censé le remplacer. Sauf que ça s'accompagne d'une vulnérabilité immense. Et c'est matérialisé par ce petit lien en bas de page. Report abuse. Signaler un abus. C'est le rappel constant que l'auteur n'a aucune vraie souveraineté sur son propre portail. L'épée de Damoclès est là, bien visible. Un simple algorithme de modération, ou un employé de Google qui se réveille de mauvaise humeur peut décider que ce widget d'échange de jetons enfreint les conditions d'utilisation. Et en un clic, pouf,
L'interface entière est effacée de l'Internet de surface. C'est fou. Je crois que c'est le bon moment pour synthétiser un peu tout ce qu'on s'est dit sur imarateljazair.x sur XZ. Oui, il y a beaucoup à digérer. Ce document, aussi brut soit-il, nous offre une lecture hyper nuancée de l'adoption technologique, bien meilleure que n'importe quelle étude de marché classique. On a observé une architecture qui est chaotique, mais profondément organique. Un mélange d'ambitions macroéconomiques avec la blockchain, d'outils mondiaux comme ChatGPT et d'ancrage culturel hyper locaux avec la radio et la religion. C'est l'innovation sous sa forme la plus artisanale. On est très très loin des interfaces lisses et parfaites pondues par des armées designers en Californie. C'est le vrai bricolage numérique. Tordre les outils globaux pour répondre à des besoins locaux de manière singulière. Et c'est essentiel de comprendre pour notre auditoire que c'est exactement dans ces zones grises, dans ces espaces hybrides, que l'avenir de la tech se négocie vraiment. Ce n'est pas parfait, c'est redondant, c'est hébergé chez Google, mais c'est vivant, c'est habité. Le processus d'appropriation technologique a toujours été brouillon, et cette page web en est une cartographie hyper précise. Ce qui nous amène à une ultime réflexion un peu vertigineuse sur ce qu'on construit aujourd'hui. On parlait de la menace de ce bouton Report Abuse de Google, La suppression potentielle du site, oui. mais poussons la logique juste un peu plus loin. Imaginons que Google supprime cette page demain matin. L'interface disparaît, Web3 Bazar, Baridi Web, effacé. D'accord. Mais le contrat intelligent, le 0x0722, etc., lui, il est sur le réseau Polygon. Il est immuable, Il continuera d'exister sur la blockchain. techniquement indestructible. Il va attendre des transactions qui ne viendront peut-être jamais, mais sans le portail Web 2, sans les explications, sans le contexte de la radio ou de la religion, cet actif numérique perd tout son sens. C'est un artefact déconnecté. Et le pire, c'est que le dernier message de Yosis, qui lui n'est probablement inscrit que sur les serveurs de Google, disparaîtra dans le néant. Complètement effacé. Et c'est ça le paradoxe terrifiant de notre héritage numérique. Si la blockchain promet l'éternité pour nos transactions financières, mais que nos souvenirs, notre contexte humain, nos messages d'adieu restent à la merci d'un bouton sur une page web 2, Qui hérite de nos fantômes numériques quand les portails s'éteignent? exactement. C'est une question qu'on laisse à ceux qui nous écoutent pour méditer sur la promesse de l'Internet de demain. C'était notre exploration en profondeur, merci de nous avoir accompagnés.